Le maire, oui. Madame le maire. Tjinishkmede, King Chinois, Chupokuka, the Novus no the hair, and then they tire, na Bud Makishku, today, and na Ben, no Bish, En Inou, je disais comment j'étais contente de me retrouver ici, entourée de vous tous et toutes, hommes et femmes, mais aussi de mon conjoint, notre journaliste ici, là-bas, M. Alfred McKenzie, ma collègue Claudette, directrice générale de Femmes autochtones du Canada, et notre cher ami qui a été capable d'unir deux grands continents, deux grandes passions. Alors, merci infiniment. Et en quelques mots, j'essaierai de vous partager, je suis sûre, des choses qui nous ressemblent. Malheureusement et peut-être heureusement. C'est maintenant? Oui. C'est très touchant comme introduction, vraiment. C'est une dose, plus que de la caféine, une belle dose d'amour, en tout cas, pour des gens qui ne se connaissent pas. Vous avez dit des paroles ou des mots qui m'animent au quotidien. Je suis maman de 5 enfants, issus de 2 cultures. De la nation Innu, mon père est québécois et ma mère est Innu. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes au Canada qui ont été, comme ma mère, touchées par une loi. Une loi qui, à nos yeux et dans nos cœurs à nous, en tant que femmes et hommes, une loi complètement désuète, paternaliste et colonialiste. Et pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on fait ces combats-là, les femmes et les hommes au Canada, il y a peut-être un petit cours 101 sur la question autochtone, je pense qu'il doit se faire ce matin. Il y a très très longtemps, nos nations, qu'elles soient iroquoiennes ou algonquiennes, les grands peuples autochtones du Canada ou d'Amérique du Nord, avaient des sociétés hyper organisées, qu'elles soient de façon politique, sociale, culturelle, justice. Pour vivre 10 000 ans sur un territoire, c'est que nous étions extrêmement organisés. Mais arrive une nouvelle culture, une nouvelle façon, où là, du jour au lendemain, peuple nomade, sédentaire, autonome, devient un peuple qui change. Et aujourd'hui, on en subit encore les conséquences. La première loi qui nous est imposée s'appelait l'Acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. Aux yeux des gens, d'ailleurs, nous étions des sauvages. Pourtant, nous avons accueilli et sauvé ces gens-là qui ne comprenaient pas le territoire. Mais cette loi-là, au fil du temps, depuis 1869 jusqu'en 2014, fait en sorte que, mère de 5 enfants, 43 ans, Alfred, je ne sais pas quel âge, mon conjoint 43, et ainsi de suite, n'avons que 17 ans aux yeux de la loi. J'ai mon père Gilles Audette, que j'adore, et j'ai aussi un père qui est le ministre des Affaires autochtones, qui lui va décider de mon présent et de mon avenir. Et pour pouvoir assimiler toutes nos nations, on nous a imposé les écoles résidentielles, les pensionnats, où plusieurs nations ont été prises de force, des enfants, pour être amenés à 500 km, 2000 km, et ne jamais revenir. Pour d'autres, revenir avec des sévices sexuels, spirituels, mentaux et émotionnels. Où ça le fait mal aussi, il y a la tutelle, les écoles résidentielles, mais les femmes. Les femmes qui mariaient des non-indiens étaient expulsées des communautés. Nous avons, dès 1860, dénoncé l'injustice faite aux femmes autochtones. On allait rencontrer le gouvernement, les représentants de la reine, pour leur dire que c'est inacceptable. Malheureusement, nos hommes ont vite adhéré à cette loi, où là, tranquillement, n'appuyait plus le mouvement des femmes. Alors, on s'est rendu jusqu'en Cour suprême du Canada, la plus haute instance juridique dans les années 70, pour perdre, pour nous faire dire qu'il n'y avait pas de discrimination envers les femmes autochtones. Alors là, on continue jusqu'aux Nations Unies. Et on finit par avoir l'appui du Comité des droits de l'homme qui dit, oui, la loi sur les Indiens, c'est la pire définition de discrimination à l'égard des femmes. Cette même loi-là va avoir servi pour construire l'apartheid en Afrique. Nous devons utiliser les cours internationales, les Nations Unies. En 1985, on finit par gagner une partie de la bataille, mais nos mères sont fatiguées. Nos mères sont fatiguées parce qu'elles vivent, oui, une discrimination systémique, mais aussi une discrimination et une violence physique au sein des communautés.
Dans les années 90, on décide de partir des campagnes. Promotion à la non-violence. Près de 8 à 9 femmes sur 10 vont subir une fois ou toute leur vie une forme de violence, soit physique, économique ou sexuelle. Mais notre organisation Femmes autochtones du Canada, qui était déjà là depuis les années 70 et associée avec chaque province et territoire, commence à amener une nouvelle mobilisation, oui, sur la non-violence, mais réalise que ce n'est pas seulement au sein de nos communautés qu'on vit une violence, mais à l'extérieur, avec la société canadienne. Pas juste par ses lois, programmes et services ou politiques, mais dans sa relation avec les gens des grandes municipalités, des centres urbains ou tout simplement dans des milieux de travail. En 2001, une femme vient nous voir et nous dit il y a une situation où il y a des femmes qui disparaissent. Et ça, de façon massive. Pas juste sur une longue période, mais nos filles disparaissent. Et aujourd'hui, on le connaît sous le nom du tueur en série, Robert Pickton, qui, lui, en Colombie-Britannique, Vancouver, au centre-ville, ciblait des prostituées, des itinérantes, des femmes vulnérables, pour en faire ses victimes. Près d'une quarantaine, je crois, qui ont été 49 femmes. Et la forte majorité étaient des femmes autochtones. Terry Brown nous fait part de ça en 2001, une femme autochtone de la Colombie-Britannique. Et nous explique aussi qu'il y a une autoroute où, sur une période de 20 ans, une vingtaine là aussi, de femmes qui disparaissent, et toutes des femmes autochtones. Il a fallu qu'il y ait une Canadienne qui disparaisse et qu'elle fasse la une des journaux à travers le Canada. Le Canada, c'est grand, là. Et parce qu'elle disparaît, la police, la gendarmerie royale, ça c'est notre police fédérale, la police municipale, et les journaux, les radios, les télés en font un message national disant il y a une discrimination, il y a un crime, c'est triste qu'on perd une Canadienne. Mais cette même famille-là réalise que, voyons, il y a à peu près 15 femmes autochtones qui sont disparues ici, mais on n'a jamais eu autant d'attention pour elles. 2003, Amnesty International commence à répertorier. On connaît tous Amnesty International. Se rend aux Nations Unies pour dire le Canada, il se passe des choses. Et depuis 2003 jusqu'en 2014, triste nouvelle, on a été obligé de se rendre jusqu'aux Nations Unies à plusieurs reprises, à Washington, aux États américains, au niveau de la Commission des droits de l'homme, de mobiliser tous les premiers ministres du Canada et de leur dire sans cesse, avec une pétition où 30 000 Canadiens et Canadiennes ont signé, avec l'appui des syndicats, des organisations, hommes, femmes, autochtones, non autochtones, de dire qu'il se passe des choses alarmantes au Canada. Des choses dans lesquelles ce gouvernement en place n'ose pas expliquer. Nous avons perdu près de 2000 femmes dans les 20 dernières années, où elles manquent encore à l'appel, le trafic humain, la traite, les disparitions et les assassinats. Si nous inversions les chiffres pour la même population canadienne, pour le pourcentage de disparition, il y aurait 20 000 Canadiennes en 20 ans qui seraient disparues. Le Canada aurait fait une enquête. Le Canada aurait réagi. Le Canada aurait mis des politiques, des programmes pour contrer et empêcher ce phénomène. Nous n'avons pas les moyens d'amener le Canada en cours, cependant, nous avons une force, une volonté, puis une détermination pour dire nous ne voulons pas blâmer le Canada, mais nous voulons reconstruire un Canada, améliorer nos relations. Alors, depuis 2005, notre organisation, la pionnière dans le domaine, a commencé à faire de l'éducation populaire, de la mobilisation et de la formation. Vous parliez de formation tout à l'heure. Et cette formation-là nous a permis de rencontrer la Gendarmerie royale, l'Association canadienne des chefs de police, les chefs de police autochtones et bientôt les municipalités pour leur dire nous avons le choix de vous blâmer parce qu'on sait que beaucoup de femmes ont tombé dans les cracks où la sécurité publique n'a pas agi, dont des commissaires nommés par des gouvernements ont officialisé que parce qu'elles étaient autochtones,
la police ne traitait pas les dossiers de la même manière. Et dans mon approche, nous avons tendu la main et nous avons dit au chef de police et à la GRC, refaisons les choses autrement. Assurons que les policiers soient formés, comment intervenir dans nos communautés, avec nos communautés et pour nos communautés. Et depuis, nous avons une entente solennelle avec les chefs de police, une belle relation professionnelle avec la GRC, la Gendarmerie royale, et tout le monde. Il reste juste M. Harper à sensibiliser, à changer ou à tasser. Ça nous appartient. Et nous avons fait une exposition depuis 2005, les poupées sans visage. Les poupées sans visage, c'était pour démontrer aux familles que nous comprenons, que nous marchons avec elles pour celles qui ont perdu une fille, une mère ou une sœur, dans lequel nous voulons mettre une histoire derrière la statistique, un vécu, qui elles étaient et quelles étaient leurs aspirations de demain, pour démontrer que près de 1200, sinon 2000 avenirs sont brisés et que nous allons continuer par cette exposition à leur rendre hommage. Et pour terminer, je vous dirais que vous pouvez nous soutenir vous aussi, de façon individuelle ou collective, en faisant des veilles le 4 octobre, à chaque année, où vous allumez une chandelle, un événement, une conférence, un chant, c'est à vous, ça vous appartient, en pensant aux familles, mais en pensant à vos familles aussi, touchées par la violence. La violence existe partout. Alors, l'éducation populaire peut tranquillement changer le présent de ces femmes-là et de ces enfants-là. Et je vous dirais aussi que lorsque le maire rencontrera les gens du Québec ou du Canada, ou vous, par vos correspondances, de rappeler que vous avez peut-être entendu ou rencontré ou été touché par une présentation, puis dire « Cher Canada, faites-la cette enquête-là. Elle est primordiale. » Pour faire la lumière sur les cas de disparition, mais aussi pour s'assurer que nos enfants ne deviennent pas les statistiques. Pour s'assurer aussi que nos fils ne deviennent pas ceux qui vont augmenter les statistiques. Parce que la plupart des cas de violence ont été faits par des hommes. Alors, un gros merci. Je suis vraiment honorée d'être ici. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit concernant cette fameuse exposition. Donc, il y a également actuellement et jusqu'au 26 novembre, donc à Auxerre, au 39 rue Joubert, une installation unique d'art contemporain, donc qui reprend 123 poupées qui sont blessées et qui sont donc exposées. Elle symbolise 123 femmes qui sont décédées en 2008 de violences différentes, de violences conjugales, de différentes violences. Et je pense qu'il faut, avec ce que vous portez comme action au sein du Canada, qu'on puisse partager, travailler et vraiment expliquer quels sont les moyens, les actions à mettre en place dans le cadre du CIDFF. Donc le projet est soutenu par ce centre d'information des droits des femmes et de la famille. Et il faut que chacun puisse réagir dans nos communes, dans nos collectivités, autour de nous, pour comprendre et pour pouvoir agir contre ces violences qui sont faites aux femmes. C'est clair. On vous